La Russie en Afrique, promesse de développement ou pillage déguisé. Ici, on va expliquer à nos parents. Depuis un certain temps, on voit les Russes qui sont tombés amoureux des Africains. Et chaque fois ils ont des sommets, ils promettent qu'ils vont aider l'Afrique, ils vont donner du blé, ils vont aider l'Afrique, ils vont faire développer l'Afrique. Ils promettent même souvent qu'ils feront mieux que les Occidentaux. Et c'est là que nous, on s'arrête, on dit, mais on n'a jamais vu une agence qui est dédiée au développement de l'Afrique, comme par exemple l'Agence française de développement. On n'a jamais vu de programme qui est dédié à aider l'Afrique à partir de la Russie, comme par exemple l'AGOA, comme par exemple le Millennium Corporation, qui sont des programmes américains qui font dans l'AGOA qui fait des facilités douanières aux pays africains, et sans oublier les énormes sommes que les Occidentaux envoient vers l'Afrique, quelles que soient les critiques qu'on peut apporter, au moins eux ils essayent d'apporter et on voit. Malheureusement, il y a certains Africains qui se sont laissés berner par des promesses de développement et ils ont laissé les Russes entrer dans leur pays et pratiquer un pillage qui est déguisé. Et comment les Russes sont rentrés dans ces pays-là? Ah non, vos pays vont mal, on va vous aider avec des armes et on va venir vous aider. À l'occasion de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sochi en novembre 2024, Laurent Opou dresse un bilan critique de la présence russe en Afrique. Donc, le journaliste qui nous parle dans cet article s'appelle Laurent Oupo. Il y a encore un nouveau sommet Russie-Afrique qui va se tenir à Sochi, en Russie, dans ce mois de novembre 2024. Ils appellent ça la conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie. C'est comme ça qu'ils appellent. Quand tu entends tout ça, tu te dis, waouh, les Russes sont devenus gentils. Ils vont maintenant penser aux Africains. Mais tout ça n'est que du flatouvosis. Tout ça n'est que de la vente du vent. Alors que Moscou multiplie les promesses de soutien au développement économique et de coopération en matière de sécurité, la réalité sur le terrain semble bien plus complexe. Tout ça n'est que du mensonge, tout ça n'est que du vent, mais c'est plutôt une nouvelle stratégie pour un nouveau prédateur de pouvoir entrer en Afrique pour essayer de piller et de manière déguisée, piller les ressources de nos pays africains. En tout cas, tout au moins de ceux qui ont confié leur destin à la Russie. L'analyse de Laurent Oppo met en lumière les enjeux d'un partenariat dont les bénéfices pour les pays africains restent largement insuffisants. Donc, quand on regarde, quand tu rentres dans quelque chose, c'est pour avoir ton bénéfice. Mais chaque fois que tu vois que c'est toi qui ressors avec des pertes, c'est comme ça que la relation que les pays qui ont suivi la Russie, en tout cas les pays africains, dans leur partenariat, c'est simplement des pertes. Parce que quand on regarde, c'est la Russie seule qui gagne en pillant les ressources de ces pays-là. Quand on demande à ces pays, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui quand vous êtes mis en partenariat avec les Russes, à part la propagande, à part le mensonge, ils n'ont rien eu. À l'occasion de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, organisée à Sochi les 9 et 10 novembre 2024, la présence de la Russie en Afrique fait l'objet d'un examen attentif. Les promesses d'assistance et de développement économique contrastent souvent avec une réalité marquée par l'exploitation des ressources, la crise sécuritaire et une ingérence politique accrue. Et donc, la grande réunion qu'ils ont eue, c'était le 9 et 10 novembre 2024 à Sochi. Et là-bas, tout le monde a pu se rendre compte que la relation entre l'Afrique et la Russie, c'est plus basé sur des promesses. On va vous aider, on va vous apporter de l'aide économique. Mais en contrepartie, les pays africains où la Russie s'est implantée, qu'est-ce qu'on constate? Non seulement les promesses ne sont pas réalisées, non seulement le développement économique prévu n'est pas au rendez-vous, mais on constate que les Russes exploitent beaucoup les ressources naturelles, à savoir l'or, l'uranium et tout ce qui est ressources naturelles dont la Russie a besoin. On constate que la Russie, dès qu'elle s'installe dans ces pays-là, elle pille les ressources de ces pays.
Et qu'est-ce qu'on constate en plus? Dès que la Russie est dans un pays, bizarrement, la crise sécuritaire devient très aiguë. Ça veut dire l'insécurité monte. On a l'impression que partout les Russes se sont installés, quand ils disent qu'ils sont du côté gouvernemental, ils massacrent les populations. Mais en même temps aussi, on a vu un phénomène nouveau. Si vous remarquez très bien dans le cas du Burkina Faso et du Mali, on a une succession de coups d'État. Et ce sont les Russes qui ont aidé des jeunes soldats à pouvoir renverser les pays afin de profiter de la naïveté de ces derniers-là, de la stupidité de ces derniers-là pour exploiter leur pays. Et les Russes leur ont dit, on va vous protéger, on va vous apporter tout ce que vous avez besoin. Mais aujourd'hui, quand on fait l'heure du bilan, même la sécurité, la Russie n'a pas pu apporter dans ces pays. Mais la Russie continue toujours de piller les ressources de ces pays-là. Et il arrive à un moment où les dirigeants de ces pays-là deviennent tellement les esclaves des Russes qu'ils voient leurs ressources naturelles pillées, mais ne peuvent rien dire. Et en plus de cela, la Russie s'est ingérée dans les politiques de ces pays-là, de sorte à travers la propagande, à travers les menaces. La Russie contrôle les dirigeants de ces pays-là aujourd'hui et les Russes peuvent faire tout ce qu'ils veulent et en tout cas, ils ne subissent aucune conséquence. L'influence russe en Afrique s'étend dans plusieurs domaines, mais elle est particulièrement notable dans la sécurité. Par l'intermédiaire du groupe Wagner, une milice paramilitaire privée, Moscou a étendu son empreinte militaire dans plusieurs pays africains, tels que la République centrafricaine, le Mali, le Soudan, le Burkina, etc. Donc, quand ils ont signé des partenariats avec certains pays, ils ont fait croire, les Russes, à ces pays-là, qu'ils vont les protéger et les débarrasser des menaces sécuritaires dans ces pays-là. Pour certains, c'est le grand banditisme, pour certains, c'est le djihadisme, pour certains même, ce sont des mouvements politiques qui revendiquent certains droits comme l'Azawad. Mais quelle que soit la forme de menace pour ces États-là, les Russes ont toujours dit, quand nous viendrons, nous ne serons pas comme les Occidentaux. On fera du direct pour que ces crises-là puissent prendre fin. Mais bizarrement, à Tinzouaten, les Russes ont mordu la poussière. Et même à Kidal, et presque partout, et toujours dans le Grand Sahel, c'est aujourd'hui une douche froide pour ces mercenaires russes qui, en réalité, n'étaient pas venus pour livrer, pour sacrifier leur vie. Ils étaient venus pour martyriser la population, piller la population, se pensant en zone de non-droit. Ils pouvaient violer, massacrer, faire tout ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que ceux qui les ont fait venir dans ces pays-là savent très bien que ce sont des miliciens. Ce sont des forces paramilitaires. Ce sont des forces qui agissent en dehors de tout droit international. Et quelqu'un qui est dans l'illégalité, la Russie même a eu du mal à reconnaître la présence de Wagner parce que ça lui faisait honte et ça ne respectait pas ses engagements internationaux. Aujourd'hui, on demande bien à ces pays qui ont bien voulu accueillir ces mercenaires, à quel niveau en êtes-vous? Quand vous demandez aux populations, elles vous disent, nous souffrons vraiment. Voilà ce que Wagner nous fait. Voilà comment nous sommes martyrisés. Et ces forces paramilitaires, incapables d'aller au front pour respecter ce qu'elles avaient promis aux dirigeants des pays, aujourd'hui deviennent des forces qui sont là pour créer la zizanie et le chaos à travers ces pays-là. Mais en pire, elles cherchent même aujourd'hui, ces forces paramilitaires, à étendre la violence partout en Afrique, comme ce qu'on a pu voir dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024, avec des stratégies qu'ils donnent à des putschistes pour essayer de créer plus de chaos dans la sous-région ouest africaine. Cependant, ces interventions s'accompagnent de nombreuses exactions, de violations des droits humains et de pratiques non conformes au droit international. Et donc, comme je vous le disais, vous allez constater que les forces paramilitaires qui sont des mercenaires n'obéissent à aucune règle. Leur seule règle, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ici, c'est la loi du plus violent. Alors que nous proposons une autre théorie de la loi du plus fort. Là, je me base un peu sur Platon, qui avait écrit aussi un livre sur la loi du plus fort, la force et la violence. Et là, il mettait Caliclès en confrontation intellectuelle. Et là, la loi du plus fort, ce n'est pas forcément la loi du plus violent ou celui qui a le droit naturel, c'est-à-dire la force physique. Mais la loi du plus fort
peut se traduire d'une fort belle manière quand on prend l'ensemble du peuple pour représenter la voix de tout le monde. Ça aussi, c'est une force. C'est la force du plus fort. Et c'est ça la démocratie. Et c'est une belle manière de représenter la force du plus fort que de prendre l'ensemble d'une société, de les faire aller aux urnes et de leur demander, sanctionner ceux qui veulent faire la politique. Et c'est ce que nous avons toujours dit. On ne peut pas prendre 10 personnes qui prennent des armes ou 5 brigands du désert qui prennent des armes ou un idiot alcoolisé et moutonisé comme Ibrahim Kaka et dire comme j'ai les plus grosses armes, je suis le plus violent, donc c'est moi. Et donc on fera la loi du plus fort. C'est un concept de la loi du plus fort, mais c'est un concept animal. C'est un concept sauvage. Quand on vit dans une société moderne, ça ne marche pas. Par contre, il y a une autre manière de voir la loi du plus fort. La loi du plus fort, on prend l'ensemble d'une société, les individus qui composent une société, on demande à chacun de venir donner sa voix sur une question. C'est ce qu'on appelle des élections. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et donc, la voix du peuple est la voix la plus forte et non la voix du plus violent. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Quand la Russie est venue dans ces pays, à travers le soutien qu'elle donne en protégeant ses djihadistes et ses putschistes, elle les a mis dans une condition où ces gens-là se disent, mais on n'a plus besoin de la voix du peuple. On n'a plus que besoin de la voix du plus fort et du plus violent qui est Wagner et les militaires qui nous sont fidèles. Et donc, ça a créé un rapport déséquilibré qui fait qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, on ne parle plus d'élection, on ne parle plus de droits de l'homme, on ne parle plus de justice. Et ça ne fait que accroître les divergences, ça ne fait que exacerber les tensions, ça ne fait que accabler le peuple et ça ne fait qu'augmenter les violences contre le peuple. Quand vous parlez, on vous envoie au front. Quand vous parlez, vous pouvez disparaître. Quand vous parlez, on peut vous faire partir en exil. Et ce ne sont pas les citoyens qui vivent dans ces pays-là aujourd'hui qui vont vous dire que la vie est rose. Alors que le Salon international des ressources extractives et énergétiques, en abrégé CIREX, et le French Mining Tower se tiennent en Afrique en fin novembre 2024, la question de l'exploitation des ressources naturelles africaines est plus que jamais d'actualité. Et donc aujourd'hui, tout le monde sait et tout le monde voit que la Russie est aujourd'hui fortement engagée dans l'extraction des ressources naturelles. Ça veut dire toutes les richesses africaines qui sont en dessous du sol, en bas de la terre. Dès que la Russie se met dans un pays, ce sont ces ressources-là qu'elle cherche à piller d'abord. Et elle le fait dans quel cadre? Dans un cadre qui est hors du droit international. Et donc, elle ne veut pas rendre compte aux États même qui sont pillés, à plus forte raison au niveau international. Alors qu'il y a des grands sommets qui se tiennent, comme le Salon international des ressources extractives et énergétiques, ou bien comme le French Mining Tour, qui va se tenir en fin novembre 2024, vous ne verrez pas les Russes là-bas, parce qu'eux, ils veulent agir dans l'illégalité. La question de l'exploitation des ressources naturelles africaines est plus que jamais d'actualité. La Russie et la Chine sont devenus des acteurs majeurs dans l'extraction des ressources en Afrique, avec une emprise considérable sur les jugements de minerais et de terres rares. Et donc, la Chine ainsi que la Russie sont devenus des partenaires de ces pays-là qui font de l'extraction des ressources naturelles. Et quand on parle des terres rares, on peut ici vous parler, par exemple, il faut qu'on transforme pour retrouver l'étain, par exemple. Et donc, ce sont des minéraux d'un autre type. En bas de la terre, il n'y a pas seulement l'or, le diamant et autres. Il y a plusieurs choses. Mais aujourd'hui, ces partenaires sont critiqués pour leur manque de bénéfices réels pour les économies africaines. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, tous les pays qui ont confié leur destin à la Russie et à la Chine en ce qui concerne l'extraction des minéraux, aujourd'hui, quand on fait le bilan, ces pays-là ne gagnent rien. Ces pays-là ont tout perdu et en plus, leur environnement a été dégradé. Loin de renforcer les capacités locales,
ou d'encourager le développement durable, les entreprises russes et chinoises exportent massivement les ressources naturelles vers leur propre marché, souvent avec un faible respect des normes environnementales et sociales. Donc, dès qu'ils enlèvent ces richesses, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ça directement dans leur pays. Ce qui fait que les pays dans lesquels ils ont extrait, que ce soit l'or, le diamant, le cobalt, tout ce que vous voudrez, les pays dans lesquels ils sont, ces pays-là ne reçoivent aucun bénéfice et ces pays-là peuvent constater les conséquences sur leur environnement et aussi sur la vie des personnes dans les pays comme le Mali, le Burkina, etc., etc. Les accords de partage, de production et les bénéfices pour les communautés locales restent limités, tandis que les ressources sont drainées sans réel impact positif sur le développement. Et donc, même si il y a des promesses qui sont faites, elles ne sont pas respectées. Et donc, on pille l'environnement. Et c'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, et depuis belle lurette, il y a un fort taux de personnes handicapées au Niger. Est-ce que cela n'est pas lié à l'exploitation de l'uranium? Et donc, imaginez maintenant que ça, c'était dans un cadre légal. Mais imaginez maintenant un cadre illégal complètement en dehors du droit international. Et donc, ces populations sont exposées à des dangers hautement graves, malheureusement à cause des choix politiques des dirigeants qui n'étaient pas prêts à diriger. En plus de l'exploitation des ressources, la Russie a renforcé son influence politique en Afrique. Elle s'implique souvent dans les processus électoraux et la gouvernance, avec des accusations d'ingérence électorale dans plusieurs pays. Les pratiques de désinformation et de la manipulation des médias par la Russie sont courantes, visant à orienter l'opinion publique africaine et à affaiblir les soutiens occidentaux. En ce qui concerne la politique, vous verrez aussi que la Russie ne se contente pas d'être un partenaire, mais la Russie s'ingère dans les politiques en Afrique, mais d'une manière qu'on n'avait jamais vue, c'est-à-dire en venant mettre à la disposition de certains pays des informations pour tromper les populations. On appelle ça la désinformation. Et elle va créer des médias comme par exemple Afo TV pour désinformer les populations. Elle va créer des systèmes informatiques pour mener des attaques cybernétiques contre des pays. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant aujourd'hui des intentions russes. C'est à cela que nous avons averti nos autorités ivoiriennes d'être très prudentes. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'un des plans de l'opposition en collaboration avec la Russie pourrait être le fait qu'ils vont hacker le système de la CEI et le système même gouvernemental. Parce qu'on a déjà vu un exemple avec le ministre de l'Agriculture et un autre ministère qui s'était fait pirater leur site. Et aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. On a vu la même chose au Mali, où les Russes avaient piraté le site du ministère de l'économie. Et bien avant ça, la même chose s'était produite au Sénégal. Mais il a fallu que les Russes viennent et qu'ils mettent tout ça en place avec une politique qui est bien connue. Et le projet s'appelle le projet LACTA. C'est à travers le projet LACTA, ils forment des proxys, c'est-à-dire d'autres individus. J'ai déjà fait tout l'organigramme, j'ai tout mis le plan de la Côte d'Ivoire, on vous a déjà montré ça. Et donc, tout ça, c'est pour participer à faire dévier l'information réelle, pour donner la mauvaise information, pour manipuler les gens. Et si vous remarquez, les manipulations sont telles que le gouvernement ivoirien même vient de mettre en place un nouveau système pour lutter contre la désinformation et la manipulation. Mais ça, ce n'est pas le fait du hasard. Ce sont les activités russes qui ont conduit à cette réalité-là. Et donc, il est important que nos États africains sachent mettre des barrières à la présence russe en Afrique. Sinon, même ceux aujourd'hui qui sont amis avec les Russes, demain, vous devrez comprendre que ce sont les mêmes stratégies qu'ils vont utiliser contre vous.
pour toujours maintenir les Africains dans une position d'infériorité pour pouvoir toujours les dominer. Parallèlement, le Kremlin encourage des régimes de plus en plus autoritaires, s'alliant à des dirigeants prêts à restreindre les libertés pour maintenir leur pouvoir. Mais plus, qu'est-ce qu'ils font? Au-delà de la manipulation, de la désinformation, ils sont aujourd'hui prêts, les Russes, à aider des régimes dictatoriaux, à aider des régimes despotiques, à aider des régimes violents contre leur propre peuple. Et quand ils s'installent, ils donnent les moyens à des putschistes, à des gens qui sont hors du droit, de pouvoir massacrer leur propre population, de pouvoir aujourd'hui violer la population dans leurs droits les plus intimes, comme c'est le cas de Wagner, qui ne se sent pas concerné par un quelconque droit ou un devoir. Pour eux, ils ne voient les Africains que comme des animaux. Ils peuvent faire tout et ça ne va nulle part. La Russie a également été critiquée pour la faiblesse de son soutien au développement. Et là, c'est un secret de polichinelle. Tous les pays qui se sont confiés aux Russes, c'est une très bonne chose que chacun puisse choisir ses partenaires. Mais aujourd'hui, venez nous faire le bilan. Bizarrement, on constate que les mêmes pays qui disent que la Russie allait faire tout leur bonheur, la Russie ne plaide pas pour eux au niveau de la Banque mondiale ou du FMI. La Russie, quand ces pays-là sont en catastrophe, comme les inondations qu'on a vues au Mali, ou bien d'autres difficultés, on n'a jamais vu même les Russes apporter de l'aide comme il le faut. Mais tout dernièrement, face aux difficultés des personnes où l'État américain avait donné des sommes pour aider les gens, les Russes ne donnaient que quelques bidons d'huile. Face à votre, on a mis au moins une dizaine de bidons d'huile, venez prendre. En réalité, quand vous regardez ce comportement, vous devez comprendre que les Russes, en termes de soutien au développement, ils n'en ont aucune expérience. La Russie n'a jamais apporté le développement dans un pays. Ils ne peuvent même pas parce qu'ils n'en ont pas l'expérience, mais ils n'en ont même pas la volonté. Alors que de nombreux partenariats sont vantés, les retombées économiques concrètes pour les pays africains restent rares. Mais en termes de propagande, ils sont très forts. On va installer une centrale nucléaire au Mali. On va installer 3 au Burkina. On va même vous permettre d'avoir des satellites. On va vous permettre d'avoir ceci et cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mentir aux gens. Quand on demande quels sont les investissements en infrastructure qui ont été faits dans ces pays-là, on ne retrouve absolument rien. Les investissements en infrastructure et les programmes de développement promis tardent à se concrétiser, renforçant l'idée que Moscou est davantage intéressé par l'accès aux ressources que par le développement des nations africaines. Et donc, dans un partenariat où l'Afrique attend véritablement que son changement se fasse de façon structurelle pour aller vers l'avenir, et pour aller vers cet avenir, il faut que nous ayons des infrastructures. Il faut que nous ayons des programmes de développement qui puissent aider nos populations. On a constaté que la Russie, ces éléments-là ne sont pas dans son agenda. La seule chose qui est dans l'agenda russe, c'est comment piller les ressources de ces pays-là pour pouvoir juste atteindre ses propres objectifs. La Russie est un fournisseur majeur d'armement pour l'Afrique. Mais la fiabilité de Moscou dans ce domaine est de plus en plus remise en cause. La Russie aussi vend beaucoup d'armes en Afrique, ce qui est une bonne chose pour son économie militaire. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Aujourd'hui, on nous dit, le Mali a payé tel avion, ils ont payé tel char, ils ont tel radar, ils ont ceci, le Burkina, on a payé tout ça. Mais pourtant, c'est au même moment que les terroristes même défient même les gouvernements de ces pays-là en allant jusqu'à Ouagadougou, en allant même prendre la capitale et en s'amusant dans l'aéroport de ces pays. Et finalement, nous qui sommes des ignorants, on se demande, mais et les avions, les radars et tout ce qu'ils avaient payé, les missiles balistiques intercontinentaux et tout, mais pourquoi ne pas les utiliser? Ah là encore, les choses ne sont pas au rendez-vous. On se rend compte que ce sont des armes, c'est du pétard mouillé. Ce sont des armes qui ne tiennent pas. Les avions qu'ils vendent, on se demanderait même si ce ne sont pas des avions de la Deuxième Guerre mondiale.
Des avions qui à peine se lèvent, vous les voyez tomber à terre comme des tomates écrasées. Ça croit que c'est des poissons volants, c'est des poissons séchés volants. Mais si les armements russes étaient au rendez-vous, les pays qui ont payé autant d'armements avec les Russes devraient être capables aujourd'hui de combattre tous les malfaiteurs dans leur pays. Mais bizarrement, ils ont payé les armes, mais les armes ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, les gens même se demandent « Ah, mais les Russes, André, nous ont trahis, hein, parce que les armes, là, ça ne répond pas. » Outre les équipements souvent obsolètes et mal entretenus, les experts notent un manque de soutien technique qui rend ces acquisitions coûteuses et peu utiles pour les forces armées africaines. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Non seulement ce sont des vieilles armes, des armes dépassées, mais des armes mal entretenues. En réalité, la Russie ne fait que vendre son déchet militaire à ces pays-là. Mais malgré cela, quand tu finis de vendre une arme à quelqu'un, tu dois faire un accompagnement technique. Tes experts doivent être là pour suivre et entraîner ces équipes. Il se trouve que les Russes, une fois qu'ils vendent ces déchets militaires-là, eux se frottent les mains et puis bon, c'en est fini, ils passent à autre chose. Mais ce n'est pas gratuitement qu'ils donnent ces armes. Ils les vendent à des prix d'or. Ils les vendent chèrement à ces pays africains alors que les bénéfices et ce pourquoi les armes devraient servir, on ne voit aucun résultat sur le terrain. Par ailleurs, la Russie se montre parfois réticente à respecter ses engagements contractuels, ce qui compromet la confiance de certains pays africains dans ce partenariat militaire. Mais en plus de tout ça, lorsque la Russie signe un partenariat militaire, c'est toujours la Russie qui le viole, ce partenariat. On a pu déjà le constater où Wagner est sur le point de fuir le Mali, alors qu'ils sont payés à des milliards. Mais aujourd'hui, sur le terrain, ils n'ont plus envie d'aller se battre. Mais en même temps, ils veulent avoir l'argent. Et donc, ici, c'est une résistance à respecter leurs engagements. On a aussi vu dans certains cas, c'est un peu comique, où les Wagners, qui sont des adeptes patentés de Bacchus, c'est-à-dire l'alcool, qui demandent souvent aux forces armées du Mali de boire de la vodka. Et ces militaires moutonisés qui n'aiment pas ça, ça devient souvent des sources de conflit entre ces partenaires militaires. Si la Russie présente son partenariat avec l'Afrique comme un soutien désintéressé et une alternative aux puissances occidentales, la réalité montre un intérêt centré sur l'exploitation des ressources naturelles et l'influence politique. En réalité, pour faire les choses simples, pour simplifier, la relation qui lie la Russie avec les pays qui lui ont fait confiance, même quand les Russes disent que non, eux sont plus gentils que les Américains, les Français, les Occidentaux, eux ils ne veulent rien des autres, eux ils sont là, eux ils sont bien que les autres, la réalité, c'est que sur le terrain, ce n'est pas vrai. Et non seulement ce n'est pas vrai, mais ce qu'on voit, c'est la Russie seule qui gagne en avantage. Et elle gagne en avantage en exploitant les ressources naturelles de ces pays-là, sans rendre compte à qui que ce soit, sans rendre même compte à ses dirigeants affaiblis qu'elle a mis là comme des pantins. Mais surtout, la Russie profite de cette situation pour se faire une influence politique. Et donc, c'est aussi une manière pour la Russie de dire nous avons aussi certains pays dans le monde sous notre contrôle et donc nous sommes importants. Et donc, ils utilisent cette réalité-là comme monnaie d'échange dans les discussions internationales. Et donc, voilà des pays qui ont accepté d'être les otages de la Russie pour que la Russie puisse les utiliser comme élément qui va peser dans la balance lors des discussions à l'international. Ces pays qui disent qu'ils sont sous la coupole de la Russie. Ce que vous devrez savoir, c'est que les Russes ne peuvent pas vous respecter. Et ils vous le démontrent par tous les moyens. Ils vous utilisent comme des objets pour essayer d'atteindre leur hégémonie, leur grandeur au plan international. Mais entre-temps, vous vous broyez du noir. La coopération russo-africaine nécessite une révision approfondie pour garantir les bénéfices des partenariats, profitent véritablement aux pays africains
et ne se limite pas à satisfaire les intérêts de Moscou. Et donc la seule réalité, il va falloir que les dirigeants de ces pays-là se réveillent pour comprendre que quand tu rentres dans l'illégalité, quand tu te mets en dehors du droit, tout est permis. Et là où tout est permis, même le désordre a ses propres règles. C'est celui qui est le plus violent qui imposera les règles. Et c'est ça, le rapport entre ces pays africains qui se sont vendus à la Russie et aujourd'hui qui sont à l'heure du bilan, qui sont dans le regret et dans l'amertume totale. À l'heure où l'Afrique aspire à une croissance durable et à une souveraineté économique, ces partenariats doivent faire preuve de transparence et respecter les droits et les aspirations des peuples et des populations locales. Et donc, il faudrait que dans les partenariats, la Russie comprenne que le droit est essentiel et surtout le droit international. Le droit à respecter les aspirations des peuples africains et non de certains bandits que la Russie met à la tête de ces pays pour faire un semblant de partenariat. Et donc, c'est aussi la responsabilité des peuples de se lever et d'exiger la transparence à l'intérieur de leur pays, mais aussi en dehors, parce que un pays incapable d'organiser une élection pour faire parler la voix du peuple est un pays qui est sur la voie du chaos.